Donc le but en faisant cette petite vidéo au sujet de la réforme des retraites, c'est d'amener à mieux la comprendre, mieux comprendre ses enjeux et les raisons de la mobilisation à son encontre. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que comme j'interviens un petit peu hors de mon domaine de spécialité, ce que je voudrais encourager les gens à faire, c'est à se renseigner par eux-mêmes, à croiser les sources et éventuellement à corriger si je commets certaines imperfections, certaines imprécisions dans mon discours et essentiellement voilà, approfondir la question parce que c'est une question qui nous concerne absolument tous. Alors, ce que je propose de faire, parce qu'à la fac on aime bien développer l'esprit critique, c'est de partir des éléments de langage et de communication qui sont amenés par l'actuel gouvernement et par tous ceux qui, à l'intérieur des médias dominants, relaient avec complaisance ces éléments de langage et de communication pour justifier le principe d'un nouveau système de retraite par points. Et on va soumettre à examen critique certaines de leurs propositions. Alors, la première chose à dire, la première chose que ces gens-là nous disent, c'est qu'il n'est plus possible de continuer avec le système de retraite existant, celui qui a perduré au cours des dernières décennies. Alors ça, c'est soit un mensonge, soit en tout cas une interprétation très biaisée de la réalité, parce qu'en fait, c'est tout à fait possible au prix de quelques ajustements absolument mineurs. On nous dit, alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que le système de retraite existant, c'est un système qui fonctionne plutôt bien, dans le sens où il donne des résultats satisfaisants. Il y a très peu de retraités pauvres en France par rapport au reste du monde. Est-ce que ce résultat satisfaisant est obtenu au prix d'un déséquilibre budgétaire impossible à tenir pour un pays développé? Sans doute pas, on va examiner pourquoi. La première chose que ces gens-là nous disent, c'est qu'on ne pourra pas continuer avec ce système de retraite par répartition, étant donné que la part des retraités dans la population active par rapport à la part des actifs va évoluer, va grandir, et en l'occurrence, on peut dire que le système de retraite existant, il a depuis longtemps absorbé cette augmentation continue de la part des retraités dans la population active, notamment grâce à l'augmentation de la productivité, des gains de productivité liés au travail, ce qui permet à moins d'actifs de financer plus de retraités. On est dans une augmentation continue par rapport à ça, donc on peut être tout à fait optimiste sur le fait de pouvoir faire perdurer ce système de retraite existant par répartition. Or, ce que nous disent également les tenants actuels de la réforme, c'est que ce système est déficitaire. Cela est vrai en un sens, parce qu'il y a quelques milliards de déficit, et quand on dit quelques milliards, évidemment, ça fait peur. Mais si on rapporte ces quelques milliards aux centaines de milliards de budget du système des retraites existant, on se rend compte qu'en fait, c'est une partie tout à fait négligeable, le déficit sur le budget total. C'est un petit peu comme si on avait 50 € en moins sur son compte en banque à la fin du mois. Quand on est un salarié normal, payé dans la moyenne, ce n'est pas une situation idéale ou très joyeuse, mais il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas nécessité de revoir l'intégralité de son existence à cause de ça. Par ailleurs, si l'actuel gouvernement voulait résorber ce déficit relativement modique du système actuel des retraites, il pourrait simplement revenir sur certaines des mesures qu'il a prises lui-même ou certaines des politiques qu'il a menées dans la continuité des précédents gouvernements qui se sont succédés en France depuis au moins 17 ans et qui sont la cause directe du déficit que l'on constate actuellement. Donc notamment, il y a la baisse des cotisations patronales qui a été décidée par l'actuel gouvernement et qui fait que la part donc, donnée par les employeurs au système de cotisation des retraites a été baissée pour alléger les charges sur les entreprises. Et par ailleurs, donc il y a moins d'argent dans le système des retraites, évidemment, à cause de ça. Et par ailleurs, une des causes principales de la déficit actuel de ce système, c'est qu'on emploie moins de fonctionnaires et qu'on les paie moins, hein, parce qu'on a cette politique de casse des services publics en permanence qui est menée depuis déjà plusieurs années en France de façon continue et que l'actuel gouvernement a poursuivi. Or, les fonctionnaires, ce sont des cotisants. Donc si vous en employez moins et que vous les payez moins, inévitablement, on retrouve moins d'argent à la fin dans le système des retraites. Donc on pourrait très bien ajuster les choses en revenant sur ces mesures-là pour remettre le système à l'équilibre, mais évidemment, ça voudrait dire avoir plus de fonctionnaires, les augmenter et également augmenter les charges patronales. Ce seraient des politiques de gauche et l'actuel gouvernement
gouvernement, je crois, est très très loin d'appliquer ce genre de politique. Mais ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, c'est que l'idée que la réforme des retraites serait nécessaire, qu'on ne pourrait plus continuer comme ça, etc., c'est une idée complètement fausse. Hein. C'est un discours de la nécessité que les tenants des politiques néolibérales tiennent en permanence pour justifier leurs réformes, comme s'ils étaient les seuls à avoir du bon sens, comme s'ils étaient les seuls à savoir vraiment ce qu'il faut faire, s'ils étaient les seuls à être adultes, à ne pas être utopistes, etc. En réalité, le projet actuel de réforme des retraites, il faut le traiter pour ce qu'il est, un choix politique et idéologique, qui correspond à une idéologie d'ailleurs très marquée, très radicale, presque extrémiste, on pourrait le dire, une idéologie qui va à l'encontre des systèmes de protection sociale et des systèmes de solidarité collective aujourd'hui en France. Et c'est comme ça donc qu'il faut aborder la question de savoir s'il faut ou non réformer les retraites et le projet de l'actuel gouvernement, comme un choix, un arbitrage budgétaire gouverné par une idéologie politique radicale. Deuxième argument avancé par les tenants de la réforme des retraites, l'idée qu'on irait vers un système plus égalitaire. Alors ce qui est souvent avancé pour appuyer cet argument, c'est notamment l'existence de nombreux régimes spéciaux en France qui auraient soi-disant des privilèges ou des avantages indus sur lesquels il faudrait revenir. Alors il faut déjà préciser que les régimes spéciaux en France, ça concerne quand même très très peu d'actifs, donc la part qu'on économiserait en les supprimant serait finalement assez réduite. On n'en tirerait pas un très grand avantage. L'autre chose que l'on pourrait dire, et là c'est plus un problème de philosophie politique, c'est pourquoi est-ce que quand il y a des salariés avantagés par rapport à d'autres, pour parfois des raisons tout à fait justes, pourquoi est-ce que c'est toujours les salariés avantagés que l'on ramène au niveau de ceux qui ne sont pas avantagés? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas accéder tout le monde un jour à l'avantage que certains auraient, évidemment, c'est jamais à l'ordre du jour dans les politiques néolibérales, et en l'occurrence, s'il y a bien une égalité qui pourrait déboucher de ce projet de réforme des retraites, c'est une égalité par le bas, parce que tout le monde va y perdre. Tout le monde ne va pas y perdre autant, mais tout le monde va y perdre, quasiment tout le monde. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais juste avant, simplement dire que quand il parle d'égalité, l'actuel gouvernement, ou les tenants de la réforme, quand ils parlent d'égalité, ils confondent l'égalité formelle avec l'égalité réelle. L'égalité formelle, ça veut dire c'est pour tout le monde pareil, tout le monde part à la retraite à 64 ans, etc. etc. L'égalité formelle néglige complètement l'idée qu'il puisse y avoir des situations très dissemblables entre les différents corps de métier, par exemple des métiers très pénibles. Ce n'est pas du tout la même chose pour un ouvrier qui travaille sur les chantiers depuis l'âge de 20 ans de partir à la retraite à 64 ans, ou pour un cadre de l'entreprise ou du service public qui a travaillé dans un bureau chauffé, dans une position confortable, etc. L'égalité réelle, ce serait en fait une équité. Et c'est souvent quelque chose qui n'est pas du tout donné par l'égalité formelle. Donc tout le monde va y perdre, disais-je, parce que tout simplement le mode de calcul des pensions de retraite va changer. Alors on va prendre des exemples concrets, salariés du public, salariés du privé. Pour les salariés du public, dans le système existant, les pensions de retraite sont calculées en prenant la moyenne des 6 derniers mois d'exercice de la carrière professionnelle. Alors ça, c'est adapté aux carrières dans le public, parce que les 6 derniers mois d'exercice, ce sont souvent les 6 meilleurs mois. Et en revanche, les carrières dans le service public souvent commencent avec des salaires très bas, mais elles ont un aspect qui est la sécurité de l'emploi et qui est aussi la montée progressive du niveau des rémunérations qui va jamais très très haut, mais qui quand même permet de terminer sa carrière avec un niveau de rémunération honnête, et c'est avec ce niveau de rémunération-là que la pension de retraite est calculée. Ça a toujours été conçu par les partenaires sociaux et les différents régimes qui nous ont succédé comme une compensation versée aux fonctionnaires d'une certaine façon par rapport au faible niveau de leur rémunération, le faible niveau moyen de leur rémunération. Il faut savoir par exemple que les enseignants du primaire, du secondaire ou à l'université sont payés jusqu'à quasiment 2 fois moins que leurs collègues de l'OCDE et des autres pays européens quand on rapporte leur salaire au coût de la vie. Donc il y a vraiment des niveaux de salaire parfois indécents dans la fonction publique, mais c'est un petit peu compensé parce qu'à la retraite, on part avec la moyenne de la pension calculée sur le meilleur salaire, celui de la fin de carrière. Dans le privé, en revanche, les carrières sont un petit peu différentes. À niveau de compétences égales, dans le privé, on commence avec des salaires un peu plus hauts que dans le public.
Mais les carrières sont moins rectilignes. Dans le privé, il peut y avoir des licenciements, des départs, des périodes de chômage, etc. Puis des périodes où on est moins bien payé à 45 ans que quand on avait 25. Enfin, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Et donc, on a considéré jusqu'à maintenant, dans le système existant, que la retraite, les pensions de retraite devaient être calculées sur les 25 meilleures années d'exercice pour les agents du privé. Euh, que prévoit le nouveau système de retraite si jamais il est acté, si jamais il est adopté? Eh bien, de faire pour tout le monde pareil, c'est-à-dire de calculer la moyenne des pensions de retraite, non pas sur les 6 derniers mois des fonctionnaires, non pas sur les 25 meilleures années des agents du privé, mais sur l'ensemble de la carrière salariée, incluant donc les périodes de chômage, les périodes de mi-temps, les périodes de très faible salaire, les périodes de revenus incertains, les périodes de précarité, etc., etc. Donc ce n'est pas très compliqué de comprendre pourquoi les pensions de retraite vont quasiment toutes baisser. Tout le monde va y perdre, certains beaucoup plus que d'autres en fonction des spécificités de leur carrière, et certaines populations plus que d'autres aussi, puisque les populations les plus marginalisées sur le marché de l'emploi, comme par exemple les femmes, qui touchent en moyenne moins que les hommes pour les mêmes emplois, par exemple les personnes racisées, qui sont en moyenne moins employées ou n'ont pas accès au même type de responsabilités, ça vaut aussi d'ailleurs pour les femmes. Ces populations-là, plus fragiles sur le marché de l'emploi, vont avoir des carrières souvent un peu plus hachées, avec des revenus un petit peu moins hauts, etc. Et ce sont ces personnes-là qui vont perdre le plus, puisqu'on va calculer désormais leur pension de retraite sur l'ensemble d'une carrière qui va être très hachée, au lieu de le calculer sur les meilleurs moments de la carrière. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le projet de réforme de l'actuel gouvernement, à la retraite, va accentuer les inégalités qui sont déjà existantes dans la société au niveau de la population active, de la population salariée. Ceux qui s'en sortent le mieux au niveau de leur métier, qui ont une carrière rectiligne, lisse, avec des bons salaires, ne perdront pas trop. Ceux qui s'en sortent le moins bien, qui sont déjà les plus précaires, vont perdre davantage. C'est l'inverse de ce que faisait le système qui a existé jusqu'à maintenant, et dont on espère qu'il continuera à exister, qui compensait les inégalités de la carrière, de la vie salariée au moment des retraites, puisque ce qui était pris en compte, ce n'était pas les pires moments de votre carrière, ce n'était pas les moments difficiles, c'était les meilleurs moments. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette réforme des retraites, elle concerne vraiment tout le monde, et elle concerne aussi les plus jeunes aujourd'hui, qui peuvent peut-être au premier abord avoir l'idée de se dire que tout ça est très technique, que tout ça est très abstrait. Quand on a 20 ans, on se projette très difficilement à l'âge de 65 ans, on ne sait même pas si on atteindra cet âge-là, on se dit que de l'eau aura coulé sous les ponts, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce projet gouvernemental de réforme des retraites, il va impacter non seulement les retraites de ceux qui vont bientôt arriver sur le marché du travail, quand ils ont la vingtaine, mais il va les impacter aussi dans leur carrière professionnelle et dès le début. Pourquoi? Parce que si ce projet de retraite, de réforme des retraites, finit par du coup pénaliser tous les moments un peu difficiles qu'un salarié, qu'un actif peut connaître au cours de sa vie professionnelle, ça va être une incitation, une anxiété supplémentaire pour tous les nouveaux salariés qui vont arriver sur le marché du travail, une incitation à avoir des carrières très lisses, très uniformes, à éviter, comme la peste ou le choléra, des situations de chômage qui parfois peuvent être utiles dans un moment de carrière, parce que parfois on quitte un emploi par exemple parce qu'on est en souffrance au travail, ou parfois on quitte un emploi parce qu'on a un projet de reconversion mais qu'on a besoin de quelques mois pour le mettre en place, etc. Donc ça c'est aussi la liberté, la sécurité qui peut entourer un tout petit peu des carrières professionnelles qui sont déjà très insécuritaires et très précaires. Mais là, en l'occurrence, à chaque fois que vous allez, au cours de votre vie professionnelle, avoir un coup de moins bien, quand vous allez être obligé de prendre un mi-temps, quand vous allez vous faire virer, quand vous allez avoir un chômage longue durée, quand vous allez avoir un salaire très bas, eh bien, ça va être la double peine. C'est-à-dire que ça va être dur sur le moment, mais ça va être en plus des points perdus pour votre retraite future. Et donc, ça va être une incitation pour tous les salariés en fait, à avoir les parcours les plus lisses, les plus uniformes possibles, quelle que soit leur situation au travail, quel que soit leur désir profond peut-être de se reconvertir après un premier métier qui ne marche pas très bien pour eux, etc. etc. L'idée, c'est aussi que la conséquence de ce projet de réforme, s'il est adopté, c'est que ça va fabriquer des employés dociles.
Des employés dociles qui vont accepter de rester longtemps avec les mêmes employeurs, longtemps, c'est-à-dire jusqu'à très tard au niveau de leur âge, hein, jusqu'à 64, 65, 67 ans, selon l'âge d'équilibre qui sera fixé. Et tout ça, c'est tout bénef pour les employeurs parce que ça fait baisser le coût du travail. Plus un employé reste longtemps en poste, même s'il n'est pas content, même s'il aimerait faire autre chose, etc. Et plus pour l'employeur, c'est tout bénéfice parce que c'est beaucoup moins cher que de former quelqu'un de nouveau qui arriverait pour reprendre le travail. C'est là aussi qu'on voit que le but de l'actuel gouvernement, ce n'est pas du tout de résorber le chômage. Il y a quand même un chômage de masse en France, comme dans la plupart des pays développés, hein, jusqu'à 10% de la population active. Or, si on veut résoudre le problème du chômage, il y a quand même un principe de base qui est de mieux partager le travail. Or là, avec l'actuel projet de réforme des retraites, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir travailler plus longtemps. Hein, donc le chômage de masse, ce n'est pas du tout le but ici de le résoudre. Et je dirais même au contraire, parce que le projet de société, le projet idéologique qui est à la base du projet de retraite, de réforme des retraites amené par l'actuel gouvernement, c'est un projet de gestion managériale de la précarité et de la misère. C'est le fait d'avoir des salariés qui sont de plus en plus dociles, de plus en plus dans l'insécurité, et pour ça, avoir une armée de chômeurs toujours présente, toujours là pour reprendre les métiers, les petits bouts de fortune personnelle et les petits bouts de carrière que des actifs pourraient éventuellement abandonner, c'est très utile parce que ça met la pression sur tous ceux qui ont effectivement un emploi. Ça leur met la pression pour rester dans leur emploi coûte que coûte, même s'ils n'y sont pas heureux. Ça leur met la pression pour accepter des salaires très bas, etc. etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, ce projet de réforme des retraites, il impacte tout le monde et il impacte tout le monde tout de suite, même quand on entre sur le marché du travail et à tout moment de la vie active, on va penser qu'est-ce que je fais pour ma retraite? Est-ce que je ne suis pas en train de pénaliser ma retraite? Est-ce que j'aurai de quoi vivre à la retraite? Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était un projet qui était, en gros, tout le monde était perdant, hein, c'est l'égalitarisme par le bas. Il faut corriger un tout petit peu. Parce que par exemple, ce que je viens de dire ici, c'est que pour les employeurs, c'est tout bénéfice. Les employeurs, eux, le patronat n'est pas perdant. Il va réussir, grâce à ce projet de réforme des retraites, à faire baisser le coût du travail, donc augmenter les profits. Une autre catégorie de la population qui ne sera pas perdante ou quasiment pas perdante, c'est les gens qui ont une carrière très lisse, avec des très hauts revenus. Ou des très bons revenus en tout cas. Des gens sans période de chômage, des gens qui ont une carrière sans période de chômage, des gens qui ont une carrière avec donc, des niveaux de revenus assez élevés, supérieurs à la moyenne. Ces gens-là, ils vont perdre très peu dans le prochain système. Et donc c'est là qu'on voit aussi à quel point ce prochain système, si jamais il passe, il va accentuer les inégalités déjà présentes au cours de la vie active, plutôt que de les compenser comme le faisait le précédent système. Une dernière chose, un dernier élément de langage, un dernier élément de communication dont se servent les tenants de la réforme des retraites, c'est de dire que c'est une réforme pour l'intérêt général. On ne peut pas faire autrement, c'est une réforme égalitaire, c'est une réforme pour l'intérêt général. Je pense qu'il faut aller complètement à l'encontre de cette idée et la déconstruire. C'est une réforme qui, si elle passe, va simplement avantager des intérêts particuliers. Les patronats, le patronat, les hauts salaires, et également, ne pas oublier, les sociétés d'assurance et les fonds de pension qui attendent avec impatience l'ouverture d'un nouveau marché que le projet actuel de réforme pourrait ouvrir très rapidement, c'est le marché des retraites complémentaires par capitalisation individuelle. Parce qu'avec le nouveau système qui se profile, les salariés inquiets du niveau de leur future retraite, sachant que leur pension va baisser, se demandant s'ils auront de quoi vivre dignement à la retraite, vont être incités à cotiser dans des fonds de pension, dans des assurances retraite privées, donc par capitalisation individuelle. Ça veut dire qu'ils vont verser à des sociétés d'assurance, à des sociétés bancaires, à des fonds de pension, des sommes tout au long de leur carrière et que normalement ils doivent récupérer ces sommes avec les intérêts au moment de leur retraite et ça financerait leur retraite. Et donc on a à ce moment-là, effectivement, au niveau des assurances, au niveau des fonds de pension, eh bien, une nouvelle catégorie d'institutions ou de personnes que l'actuel projet de réforme des retraites va avantager. Ce sont tous les gens qui vont gagner beaucoup d'argent en vendant des nouveaux produits bancaires, des nouveaux produits d'assurance, des nouveaux produits de placement pour permettre aux gens donc de capitaliser en partie une part de leur retraite, la part complémentaire.
Et pour terminer sur le sujet, on pourrait insister sur le fait que ce projet de réforme, si jamais il passe, il va vraiment nous faire entrer dans une ère d'incertitude et d'insécurité. Parce que je parlais de ces retraites complémentaires, de ces retraites par capitalisation individuelle. Il faut savoir que c'est risqué quand même, parce que c'est des placements financiers, hein. Vous donnez votre argent à des sociétés privées qui les placent en bourse, et ça veut dire que s'il y a un crash boursier, si le système financier commence à battre de l'aile, vous pouvez très bien ne pas récupérer du tout votre mise de départ, ou la récupérer ou l'avoir réduite vraiment à peau de chagrin. Au Chili, par exemple, a été mis en place un système de retraite par capitalisation, parce que le Chili a vraiment été un laboratoire du néolibéralisme, notamment à partir de la dictature d'Augusto Pinochet. Et aujourd'hui, il y a un problème de société extrêmement important au Chili, qui est le niveau des retraites que touchent les gens qui ont capitalisé. Donc ça veut dire que leur retraite a été placée sur les places financières. Et aujourd'hui, il y a un niveau de retraite complètement désolant pour une très grande partie de la population chilienne qui est en âge de toucher des pensions de retraite. L'autre point d'incertitude et d'insécurité, il est lié tout simplement au nouveau système de retraite de base qui pourrait être mis en place. Parce qu'à présent, c'est pour ça qu'on l'appelle la retraite par points. À présent, en fait, tous les salariés, lorsqu'ils vont avoir un revenu, ils vont cotiser et ils vont, pour le système de retraite, et ils vont donc obtenir des points. Plus vous cotisez, plus vous obtenez de points. Et une fois que vous êtes à la retraite, votre pension, elle est calculée à partir des points que vous avez obtenus tout au long de votre vie professionnelle. Et ça irait si la valeur du point était garantie. Or, la valeur du point n'est pas garantie. Elle peut évoluer et on est bien entendu assez certain qu'elle évoluera à la baisse. Parce que déjà, il faut une volonté politique pour faire en sorte que la valeur du point suive l'augmentation du coût de la vie. Et on peut à peu près être sûr que ça ne va pas être fait. Mais aussi, il faut aussi le dire très clairement, la valeur du point, elle sera fixée par les prochains gouvernements en fonction de leur conception de l'équilibre budgétaire. Alors soyons un tout petit peu alarmistes. Imaginons que dans quelques décennies, ou même avant, un futur gouvernement décide de faire un nouveau cadeau fiscal aux grandes fortunes ou de faire de nouvelles exonérations d'impôts aux entreprises et se retrouve donc avec un déséquilibre budgétaire. Eh bien, ce gouvernement-là pourra dire « Ah bah écoutez, on ne peut plus tenir avec le point à 1, donc on va le baisser à 0,8. » Et donc vous pouvez vous retrouver à avoir travaillé toute votre vie en cotisant et en accumulant des points qui valaient 1, et quand vous passez à la retraite et que vous dites en gros au système, à présent redonnez-moi en pension de retraite les points que j'ai accumulés, d'un seul coup les points ne valent plus 1, mais valent 0,8 ou 0,7. Est-ce qu'on va faire confiance au futur gouvernement pour garantir la valeur du point? Je crois que même personne ne pourrait affirmer ça. Même François Fillon, à un moment donné, dans une allocution, avait dit que quand on instaure une retraite par points, c'est évidemment parce qu'on prévoit de faire baisser le point et de faire encore des économies sur les dépenses publiques. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Suède. Suède, qui est quand même un pays qu'on nous cite souvent en exemple, qui est un pays avec un excellent niveau de vie, beaucoup de ressources énergétiques, une population relativement homogène et en tout cas peu nombreuse, eh bien, il y a un scandale de retraités pauvres, de gens qui ont 75 ans, 80 ans et qui continuent à travailler en Suède parce qu'il a été adopté la retraite par points et que tout simplement, entre-temps, le point a baissé. Voilà, donc si on résume en fait les principaux points de cette intervention, globalement on peut dire que le projet de réforme des retraites porté par l'actuel gouvernement n'est absolument pas une nécessité, que si c'est un projet égalitaire, c'est de l'égalité vers le bas, et que, enfin, c'est un projet qui n'est pas du tout conforme à l'intérêt général, mais qui est un projet qui va favoriser seulement certains intérêts particuliers, ceux des plus privilégiés, ceux des plus puissants, comme beaucoup de mesures prises depuis son début de mandat par l'actuel gouvernement. Je crois qu'il faut bien prendre la mesure du fait que ce n'est pas un gouvernement qui montre qu'il est au service de l'intérêt général, mais plutôt qu'il est en service commandé pour l'intérêt de certaines catégories de la population parmi les plus privilégiés. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce gouvernement fait face à une contestation qui est extrêmement massive, et la surdité et la répression par laquelle il répond à cette contestation est véritablement un gage d'irresponsabilité politique.